Bonjour, je suis Gilles Cherdieu et je suis un combattant. Ça va? Très bien, merci John. Alors, ravi de te recevoir ici. Et donc, aujourd'hui, tu as une double casquette. Et quand on parle de combattant, parce que déjà, tu es un combattant. Quand on a été combattant une fois, on est combattant toute sa vie. Et tu as été un combattant dans le karaté, tu es un vrai karatéka. Et tu as mené aussi un autre combat qui a été l'accession justement à ce poste de président. Et entre guillemets, je peux le dire, moi je suis fier de toi. Moi. Et donc voilà. Alors, Gilles Cherdieu, c'est 56 ans aujourd'hui. 1m91 88. Ah, t'as vu, je t'ai donné 2 cm. Ouais. Pour, quand tu combattais, t'étais à 80 kg. Ouais, c'est ça. On dira pas le poids aujourd'hui. Né à Pointe-à-Pitre. Exact. Donc karatéka. Et bien sûr, il faut. Et le seul et unique combat que tu as fait de sport de combat, c'est le karaté. En fait, tu n'as pas fait de sport de combat. C'est que le karaté. Non, effectivement, j'ai fait, en tout cas au niveau et en pratique intensive du karaté. Après, j'ai touché un peu à travers mes études à différents sports de combat, comme la lutte, le judo, etc. Mais voilà, un peu de boxe française, mais rien de bien exceptionnel. Et je suis resté fidèle depuis le début au karaté. Et un peu la boxe aussi à TMS, je crois. Excuse-moi. Avec la boxe anglaise aussi. Sous ton... Ah ouais, c'est moi, je m'en souviens plus. C'était toi, le professeur. Alors, champion du monde 2 fois. En individuel. En individuel. Et 3 fois par équipe. Exactement. Ça. Alors, champion d'Europe 4 fois. Individuel. En individuel et 4 fois aussi en équipe. Donc, c'est-à-dire que c'est un palmarès qui est assez dense. Et quand je regarde le temps, ça court de 94 à 97. Donc, c'est quasiment... 98. 98, ouais. Donc, c'est quasiment 5 ans au plus haut niveau de ta discipline. Oui. Et pendant ces 5 ans-là, donc, tu as bourlingué à travers le monde, tu as conquis des titres. Et là, on parle que des titres, mais parce que où il y a eu médailles d'or, mais il y a eu des médailles de bronze aussi, il y a eu des médailles d'argent. Donc, c'est-à-dire que tu as été compétitif et performant pendant quasiment 6-7 ans au plus haut niveau de ta discipline. Aujourd'hui, président de la Fédération française de karaté, c'est ça, et discipline associée. Et discipline associée, donc ça se prononce FFKDA. Exact. Ça. Parce qu'il n'y a pas que le karaté, mais il y a d'autres disciplines aussi. Et donc ancien combattant. La première question que j'aurais à te poser, Gilles, c'est comment tu te sens aujourd'hui ? Je suis bien, un peu comme un poisson dans l'eau. Je fais ce que j'aime. Je me découvre une appétence pour la politique que je ne soupçonnais pas. Manager les hommes, les femmes, mais aussi, et c'est ma fonction prioritaire ces temps-ci, gérer des budgets. Gérer aussi une organisation interne, un peu révolutionner une organisation interne avec des fonctionnements qui avaient cours et qu'il faut absolument, pour un peu de modernité, changer les mentalités, des comportements et surtout donner une perspective à notre fédération, à ma fédération. Donc comment je me sens ? Je me sens bien, épanoui, ambitieux dans le sens de la profession et surtout avec des perspectives qui me font, quand je me lève le matin, me dire j'ai une belle journée qui m'attend. C'est incroyable parce que quand tu dis que tu découvres des appétences à la politique, je te crois. Et c'est très bien. Et moi, je trouve, alors c'est une petite aparté, on en parlera aussi tout à l'heure, mais je trouve que tu es à la bonne place. Je parle souvent que, je dis dans un système, il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et souvent, c'est pas les personnes pressenties qui vont à tel endroit, mais pour qu'un système puisse fonctionner, c'est comme une équipe de foot. Il faut que l'avant-centre puisse faire son taf, il faut que le gardien puisse faire le boulot, et les défenseurs aussi, et pour que l'équipe puisse fonctionner. Et par contre, les gens doivent être au bon endroit. Et je pense que moi, que Gilles, t'as ta place, en fait. Et parce que t'as bourlingué dans cette discipline, t'as fait tout. T'as été champion, des compétiteurs champion, t'as été entraîneur national de différents pays en plus, mais aussi de la France. T'as été DTN. Et au sein de la fédération, t'as eu plusieurs casquettes, je crois. T'as géré la formation, t'as fait plein de choses, le développement aussi notamment. Et puis finalement, t'as été aussi DTN, parce que DTN, c'est un poste qui est presque équivalent à celui du président. Ouais. Et puis finalement, maintenant, aujourd'hui, t'es président. Ça veut dire que ta vie a été dédiée au karaté, mine de rien, tu vois. Et ce rôle de président, qui peut donner des envies à d'autres personnes dans d'autres disciplines, fait que tu sais de quoi tu parles. Et c'est vachement important. C'est très important. Et effectivement, donc c'est presque une suite logique. Si on regarde un peu, on prend un peu de distance. Mais cette suite logique n'est pas aussi évidente quand on la vit au jour le jour parce qu'on a des déceptions, on a aussi des moments de doute. Et
ce qui est très surprenant, c'est le chemin qui m'a amené à cette responsabilité de présidence. Et quand je te disais tout à l'heure que je découvre une appétence, il y a eu des moments où presque c'était une suite logique, mais il fallait prendre des décisions. Et ces décisions, je les ai prises. C'est très bien ça. Et on va partir de la genèse. La genèse de tout ça, c'est du début du karaté à Pointe-à-Pitre. À Bémao. À Bémao, pardon, à côté. Allez, juste à côté. Juste à côté. Que tu connais. À quel âge? Oh, très tard, vers 14 ans. 14 ans 14 ans. D'accord. Très tard. Et avant ça, c'était le foot. Avec ça, c'était une volonté de faire du foot. Ouais. Mais voilà. Comme toute personne. Comme toute personne. On a tous taquiné le foot à un moment et on se voyait tous à la place de Platini à notre époque. Et puis finalement, on n'arrive pas tous à atteindre ce niveau-là. Et le karaté, tu as rencontré le karaté un peu au hasard. Par hasard, ouais. Par hasard, c'est mon frère mon frère Jean-Pierre qui revenait de Métropole suite à ses études et qui avait goûté au karaté, qui avait fait des podiums au championnat de France, qui a ouvert un club. Et par défaut, vraiment par défaut, j'ai pratiqué le karaté. C'est le seul sport que je pouvais pratiquer parce que mes parents étaient vraiment sur les études et me cadraient bien là-dessus. On parlera de ton frère Jean-Pierre tout à l'heure parce qu'il a une partie importante aussi dans la suite de ta carrière. Et c'est ton grand frère, vous avez combien d'années de différence? Oh, on a 13 ans de différence. 13 ans de différence, 13 ans. Oui, d'accord, quand même. D'accord, parce qu'il y a une histoire où il a rencontré un combattant que tu devais rencontrer. Exactement. Et finalement, c'est lui qui l'a rencontré. Je me suis renseigné, hein, je sais. Je vois ça. Et finalement, c'est lui qui l'a rencontré, donc je ne pensais pas qu'il y avait autant d'écart. J'ai cherché à savoir combien d'écart vous avez, mais je pensais que vous avez 2-3 ans. Alors, en tout cas, vous étiez dans la même catégorie. Et je vais te raconter l'histoire, c'est très surprenant. C'est en fait, je dois passer mon bac. Et mon bac commence le lundi et on a une rencontre Paris, l'équipe de Paris, dont Marc Piret, que je salue ici, faisait partie, qui allait devenir quelques mois plus tard champion du monde, rencontre l'équipe de la Guadeloupe. Et donc finalement, mes parents me disent stop, hors de question que tu ailles combattre, puisque si tu te blesses, tu vas rater ton bac. Bac que j'ai raté d'ailleurs. Et sur la première année, oui. Et en fait, c'est mon frère qui prend ma place, qui était professeur. Et en fait, ce qu'il vit, puisque c'était mon enseignant, ce qu'il vit, il me dit « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, à partir de maintenant, on va s'entraîner comme ça. » Et en fait, tout part de là. C'est ça. Ça a complètement transformé ta vision du karaté. Vas-y. Tu as été performant à partir de là, en fait. Oui. Ouais. C'est incroyable parce que c'est comme si des choses s'étaient alignées pour dire que voilà, tu es bon combattant, mais dans ta démarche de performance, voilà, c'est pas ce chemin qu'il faut prendre, c'est l'autre. Et l'autre, il s'est aligné devant moi, et c'était comme une évidence. Et l'évidence est passée par mon frère pour me dire maintenant, l'enseignement va être comme ça. C'est ça. Donc, alors, l'histoire est que, heureusement que tes parents t'ont interdit de faire cette compétition, alors, et de te concentrer sur le bac. Et c'est vraiment, et des fois, il y a des coïncidences dans la vie qui font, il y a des chemins qu'on prend, qui sont pas forcément ceux qu'on avait prédéfinis, sur lesquels on était prédestinés, mais, ou qu'on avait prévus. Et puis finalement, on en prend un autre et on se rend compte que l'arrivée, elle est tout aussi intéressante, glorieuse et même, je dirais, avantageuse pour toi, en fait. Mais à partir de ce moment, je reviens sur les petites déceptions que j'ai eues, les temps morts et tout. Ce qu'il faut comprendre que si j'avais réussi mon bac, c'est pour ça que c'est très important que je le rate ce bac à cette année, parce que si je l'avais réussi, je partais à Aix, à Marseille, pour faire suivre mes études. Et heureusement que je le rate, parce que je viens à Paris, et là, j'ouvre la porte d'un dojo et d'un professeur, d'un homme, je dis bien un homme avec un grand H, Serge Chouraki, que je salue plus qu'ici, qui devient celui qui m'amène sur les plus hautes marches des podiums mondiaux. Qui devient presque ton mentor. Mon mentor. Ton sensei. Voilà. Maintenant, on a une relation vraiment très, très, très proche. Il doit être fier de toi aussi. Il l'est, parce que c'est un grand monsieur. Et l'amalgame, mon frère qui m'a formé, qui m'a donné la base, et Serge qui me prend un peu comme un diamant brut pour me dire, bon là maintenant, je vais te donner ce qu'il te faut pour arriver au niveau. Je pense que si je n'avais pas, ces deux personnes n'avaient pas été dans ma vie, mais en fait, je ne serais pas là devant toi ni champion du monde. D'accord. Et si ton frère n'avait pas ouvert ce club de karaté, tu te voyais faire, à part le foot bien sûr, est-ce que tu te voyais dans un sport de combat déjà? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. C'est un sport collectif? Je me voyais davantage dans un sport où il y avait du jeu. Un sport collectif, exactement. D'accord. Un sport où il y avait du jeu, du foot, volley, hand, basket. Basket, j'aimais pas trop. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop le basket. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, un sport où il y a du game, du jeu.
et où il y a une logique d'esprit d'équipe. D'accord. Je reviens sur l'équipe. L'équipe en karaté, c'est ce qui m'a fait le plus vibrer. Et j'avais besoin de cette ambiance fraternelle et coéquipière pour performer. Un peu comme la boxe, quand on a beau être seul sur le ring, c'est un sport individuel, on le sait, mais il y a toute une équipe autour, entre les entraîneurs, les gens qui sont là pour nous soigner, alors au plus haut niveau certes, mais on ne serait pas aussi performant si on n'était pas entouré des gens. C'est vrai, c'est un sport individuel dans un collectif, en fait, et c'est ce qui fait que ça marche. Et le collectif doit vraiment bien fonctionner ensemble pour qu'on soit performant. Exactement. Et en fait, on doit se sentir au centre un peu. On devient forcément un peu égoïste. Alors, égoïste dans le bon sens du terme. Parce qu'à partir du moment où on est sportif de haut niveau, on veut devenir champion, on doit se refermer dans une bulle. Mais dans cette bulle, il y a une équipe, une team autour de nous. Et on doit sentir que cette team fait attention, prend soin de nous. On doit se sentir, on doit penser, je ne devais penser qu'au combat. Et derrière, tout ce qui est préparation mentale, technique, physique, suivi médical, on a besoin de ce staff autour de nous pour arriver au plus haut niveau. Avant d'arriver au plus haut niveau, le jeune Gilles qui rentre dans ce club de karaté, même si c'est fondé par ton frère, comment tu sens tout de suite cette notion d'opposition? Parce que c'est ça, c'est le cœur du podcast. Comment tu sens cette opposition? Les coups, c'est un sport de percussion, donc on prend des coups, on en donne aussi. Comment tout de suite t'appréhendes cette capacité à donner des coups et à en prendre aussi? En fait, c'est pas ce côté prendre des coups, oui, parce qu'on était dans une réalité cadrée de compétition, sport de combat avec des règles de compétition. Et ce qu'il faut, moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu la gagne. C'était montrer aux autres que, un peu comme dans chaque sport de compétition, que j'étais plus fort qu'eux. Et en fait, l'objectif étant de gagner, mais c'est comme ça que j'appréhendais. J'entamais mes combats en me disant celui-là, va falloir que je le prenne comme ça, plutôt dans cette garde, en faisant telle technique de poing, de jambe, de déplacement. Le jeu, en fait. Alors. Bon, j'ai mis du jeu dans ma pratique parce que c'est comme ça que j'ai réussi à durer dans le karaté. Ça reste néanmoins un sport de combat. Et est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as eu mal, où tu as pris un coup? Oh oui. C'était dans mon club. Alors non, c'était un petit coup. Oui, j'ai eu mal, mais j'ai pas montré. C'est ce qu'on appelle une technique qu'on connaît, un mawashi, une technique de jambe circulaire que j'ai pris au visage et qui a claqué. Je pense que le gars même il s'est rendu compte qu'il avait fait cette technique et en fait. C'est le premier coup qui t'a fait mal celui-là. Ben, en fait, je me suis dit waouh. Alors ça a eu le mérite de m'énerver et en fait ça m'a tellement énervé d'avoir eu mal et d'avoir pris une technique dans mon club et devant le public qui était venu pour m'encourager. La honte faisant. Que j'ai décidé de... Donc c'était en compétition, ça? C'était une sorte de compétition amicale, hein, mais oui, c'est la première fois. Et à l'entraînement, c'est-à-dire que la première fois, quand tu vas dans le club, pour les premières fois que tu commences à découvrir le karaté, est-ce que tu te rappelles on a tous cette personne qui nous malmène au club et qui nous fait mal, ou pas peut-être, sur lequel on a une appréhension. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as commencé le karaté, quand tu as mis le kimono et que tu as commencé à avoir ce face-à-face, que tu as appris les coups, le mawashi et tous les autres coups qu'on connaît du karaté? J'en ai pratiqué un petit peu moi aussi, il y a très très longtemps. Merci. Et est-ce que tu te rappelles du premier coup qui t'a fait mal, qui t'a surpris? Alors, tu t'es dit j'arrête, je continue, ça t'a énervé, mais c'est quoi ce sport? Mais je sais pas qu'on faisait mal, je sais pas que ça faisait mal. Qu'est-ce que tu t'es dit? Curieusement, c'est pas au début. J'étais déjà confirmé. Et 2 années de suite, alors que j'avais déjà une expérience en junior, maintenant en espoir, en moins de 21 ans, je rencontre 2 gars pareils en club, et un qui me fait une technique de jambe retournée que j'avais déjà vue, mais que je connaissais à peine, je n'étais pas encore formaté, et naturellement, il me fait une technique qui me prend vraiment sur le bas de la mâchoire, et j'ai eu un petit KO. Et je me relève, j'étais lourd, donc les gens voient ça, hein, mais je me retire, je prends un peu je récupère un peu, et je me suis dit, mais en fait, tout le monde m'a vu KO. C'est l'orgueil. Oh, mais c'est pas possible. Mais ça m'a nourri. Et la deuxième fois, c'est pareil, un jeune qui était en équipe de France avec moi. On combat au club. Et en fait, en général, j'étais un petit peu plus fort que lui, donc je me surestimais par rapport à lui.
Et en fait, je l'attaque et il me fait une petite contre avec sa jambe avant, mais qui me prend au foie. Ouais. Et là, j'ai vu des étoiles, j'ai vu, voilà, tu sais ce que c'est. Quand on prend au foie et que tout s'arrête et qu'en fait, on cherche de la respiration, il y a une douleur immense. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que je monte exactement. Il faut que j'arrive à respirer. Quand est-ce que ça s'arrête? S'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Ben, tout ça, ça se passe dans 5-6 secondes. Mais dans 5-6 secondes, on est hard complètement. Comment tu réagis? Et là, pareil, je me mets de côté. Je ne lui montre pas par fierté, puisqu'il vient me parler après. Il ne s'est pas rendu compte qu'il m'avait fait mal. Il était en équipe de France avec moi, donc je ne lui montre pas, donc je lui fais des signes de tête comme ça, donc je pense qu'il l'a mal pris sur le compte du style, il ne me répond pas, mais j'étais complètement KO, et ça m'a fait mal. Le face-à-face, sport de combat, qui dit sport de combat, forcément face-à-face. Comment tu vis dans ta jeunesse? Tu commences le karaté à 14 ans, à 14 ans on a un jeune ado, comment tu vis cette notion de face-à-face? C'est encore sous forme de jeu, parce que c'est quand même combat, même si toi tu es dans le jeu rapidement, mais il y a toute une psychologie personnelle où qu'on gère le face-à-face. Ne serait-ce qu'on boxe, lorsqu'on est face à un adversaire et qu'on est face à lui pour la peser la veille, qu'on fait ce fameux face-à-face déjà, il y a tout un tas de fluides qui se passe, qui se transmet. Quand on a 14 ans et qu'on doit gérer l'appréhension du combat, du face-à-face, d'une personne qui va me mettre des coups, et à qui je vais mettre des coups aussi, comment tu vis ça, toi, déjà 14 ans? Est-ce que c'est plus facile parce que tu as un frère qui est déjà dedans, donc forcément, tu n'as pas le droit de flancher, tu es obligé d'eux, ou tu es pris par plein d'émotions qui te transcendent ou qui t'obligent à te remettre en question aussi? Plus facile, non. Quand on est sur le tatami, on est seul sur le tatami, un frère ou pas, et c'est nous qui prenons les coups, c'est pas lui. Bon, la deuxième chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le stress commence bien avant. C'est-à-dire que la veille, déjà, on se dit qu'on va faire une compétition le lendemain, qu'on se réveille, voilà, la mâchoire, la gorge commence à devenir serrée, on a une boule au ventre. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, on est davantage centré sur un peu, je ne sais pas si c'est sur soi ou sur la personne, mais on a une attitude, moi j'avais une attitude de débutant très rigide, et je me disais, bon, je vais faire ça, c'est réfléchi, mais c'est pas naturel, c'est programmé, c'est téléphoné. Comment prendre ça? C'est que on essaie de faire du mieux possible en se disant, voilà, je dois marquer le point. Je ne pense pas avoir mal, je ne pense pas à ce que... Je pense au point. Je pense au point et je suis dans l'action. Je suis dans ce que je dois faire. Et je ne suis pas dans le risque, parce que si je dois penser au risque, je n'y vais pas. Même si c'est pas dangereux, on peut prendre des techniques qui font mal, mais voilà, ça c'est surmontable. Et pourtant, j'en ai parlé, et je crois que le karaté a subi la même révolution un peu que le taekwondo. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant où c'était castagne, et puis il y a eu un après où on est devenu plus sur le point, chercher le point, on est moins dans cette notion de combat. Le taekwondo aussi est un peu pareil. Donc toi, en plus, tu es pile poil dans cette génération-là, où donc là tu viens nous parler du point, mais tu n'étais pas forcément dans le combat castagne alors. Tu étais vraiment dans le jeu, dans le point, pour le point. J'étais dans la génération intermédiaire où il y avait ce qu'on appelle des schnappers, des gars qui frappaient et qui te faisaient céder. Vraiment combat. Vraiment combat, parce que quand ils te frappaient, naturellement, volontairement, ils te faisaient mal. Et je me souviens, j'en ai rencontré 2 ou 3 comme ça. Et en fait, c'est là où j'apprends, où j'ai grandi, en me disant, de toute façon, je vais prendre des coups. Mais maintenant, il va se souvenir de moi aussi, je vais lui en donner. Et on se rendait coup pour coup. Et c'était je vais pas dire des boucheries, mais enfin, c'était viril comme combat. Homme comme femme. Je me souviens aussi des combats féminins qui sont souvent plus teigneux que les combats masculins. Souvent même. C'est vraiment très important au niveau du karaté. Mais là où ça m'a fait grandir, c'est de dire qu'à un moment, je ne recule pas. J'affronte ma peur et je la surmonte. Je la surmonte et j'y vais. D'aller au-delà du danger, en fait. C'est ça. En fait. C'est ça. Et toute la technique et tout le travail qu'on a fait doit permettre techniquement de s'en sortir. Mais le danger fait partie aussi je dirais, de nos sports, sport de combat. Quand on parle de face-à-face, il y a cette notion de danger parce qu'on a travaillé des techniques. L'autre aussi a travaillé des techniques. Et c'est une espèce de jeu d'échecs, mais il y a quand même une notion de danger. Et forcément, on a cette peur, on en parlera tout à l'heure, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on découvre ses capacités, quand on vainc sa peur, ses blocages, tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant,
on se découvre des possibilités, des choses dont on ne soupçonnait pas qu'on était capable de faire. Et j'ai vu des gens qui, quand je les regardais s'échauffer, je me dis waouh, mais ça va pas être possible. Et finalement, avec le mental, la volonté, cette volonté de surpuissance, on les fait craquer, on les fait vraiment plier. Et c'est là où ça apprend beaucoup sur soi-même et ça nous montre. En fait, là, moi, je pense que ces possibilités du cerveau qu'on va chercher un peu, on en est loin des possibilités maximales, mais ça nous fait nous apprendre sur nous-mêmes et découvrir le potentiel que l'on a par rapport à une situation où on n'est pas forcément en maîtrise totale. Ça nous permet de basculer, ce qu'on vient de dire, ça nous permet de basculer dans le combat. Comment t'étais toi avant le combat ? Flipper de stress total. Mais à l'époque c'était des VHS au 7K. T'as un truc à nous raconter sur le combat. Oui. Bon, en fait on me filme sur mes premiers combats, mon frère des gens me filmer et en fait on est une équipe, on rencontre une équipe métropolitaine, je suis en Guadeloupe et je suis sélectionné pour la première fois en équipe de la Guadeloupe. Alors pour moi c'est déjà waouh, équipe de la Guadeloupe, fier de l'être. Et avant de combattre en équipe, toute l'équipe est debout comme ça en attendant. On était 4 ou 5. Et moi, il y a une personne qui fait les 100 pas aller-retour pendant 10 minutes. On me voit bouger sans cesse parce que je n'arrivais pas à tenir en place. Et j'étais toujours en train de bouger, toujours en train de regarder à droite, à gauche. Je ne me maîtrisais pas et c'était inconscient. C'était inconscient. Moi, j'avais l'impression de regarder le combat. Mais quand on prend de la distance, je n'étais pas du tout à l'aise. Et c'est très bien parce que je vais te donner un dernier exemple. Je fais mon championnat du monde individuel 96. C'était la compétition la plus réussie de ma carrière. Je me souviens que mon premier combat en 1996, je me souviens très bien du premier combat. C'était un Estonien au premier tour. J'avais eu tellement peur qu'au moment où on appelle mon nom pour venir sur le tapis, on m'appelle. Mes jambes étaient complètement figées. Coupées. Je n'avais plus de réaction sur mes jambes. Mais en fait, je me suis laissé tomber pour avoir un mouvement réflexe pour commencer à marcher. C'est pour te dire le degré. Et quand on arrive à vaincre ces moments de peur, là, je suis fier de te dire que là, ce moment-là, j'aurais tout donné pour être dans mon canapé chez moi, regarder la télé. Dans ce canapé. C'est ça. Avoir ton thé spécial. Exactement. Et donc... Et c'est génial parce qu'on apprend beaucoup sur soi et surtout, ça nous fait, quoi qu'on dise, la compétition, bien sûr. Le sport, ça nous fait progresser, ça nous fait grandir, ça nous fait apprendre beaucoup sur soi-même. Et est-ce que cette appréhension du combat, avant le combat, alors tu parlais d'une compétition où tu avais les jambes tétanisées, évolue avec le temps? C'est-à-dire qu'entre ce moment-là où tu es débutant à haut niveau, face à cet Estonien où la compétition peut te bloquer, avec le temps, avec l'expérience, quand tu viens à Gilles Cherdieu et que tu as été champion d'Europe et champion du monde déjà, comment tu gères après cette peur, cette appréhension du combat? Comment ça se passe? C'est quelque chose qui fait partie. Je sais que si j'avais pas d'appréhension, et les fois où j'ai été trop confiant en me disant c'est bon, j'ai pas peur, mais c'est là où je me suis pris les plus grosses déceptions de ma carrière. Et je me disais qu'à partir du moment où je ressentais cette peur, c'est quelque chose qui faisait partie de la performance. En général, j'étais pas surpris. T'accompagner en fait. Exactement. Et je faisais des choses en combat qu'en club, j'étais pas un bon combattant de club, mais arrivé en compétition, tout se mettait en place. D'accord. Donc la peur faisait partie de cette organisation de la performance qui m'habitait. Et voilà. Donc il y a une deuxième chose, c'est que j'ai appris aussi, en 96, où j'étais vraiment au top de ma carrière, en 98, où j'ai été dans un état de préparation. Bon, c'était Frankenstein, j'avais des trucs partout, des blessures partout, et j'étais rafistolé. Et j'ai appréhendé la compétition différemment, c'est-à-dire que là, j'étais venu pour gagner en 96, et en 98, je me suis dit que j'allais pas perdre, fallait pas que je perde. Et c'est un état d'esprit qui m'a permis de performer sur les deux compétitions. Quand on parle de cette peur, c'est quoi la peur en karaté? Pour toi, c'est quoi la peur? On parle de peur. On sait qu'il y a différentes sortes de peurs. Ouais. La peur de l'adversaire, la peur de mal faire, la peur de... C'est quoi? C'est un ensemble. Déjà, c'est la peur de perdre. C'est pas vraiment la peur d'avoir mal, mais c'est la peur de gérer quelque chose d'inconnu et de pas savoir ce qui va nous attendre. La pire des choses que je m'étais dites, c'est que quand je rencontrais certains sportifs que j'avais déjà repérés, où je me disais wow, lui il va me faire mal ou bien il va me faire m'arracher la tête et devant un public c'est un peu un mélange de honte, de peur et en fait c'est quelque chose d'inconscient.
Voilà, d'inconscient qu'on ne peut pas gérer, et sur lequel on n'a pas d'emprise. Et en fait, quand on prend de la distance, on se dit on va pas mourir, hein, mais il y a un tel niveau d'intensité que ton corps, ton inconscient, ton conscient réagissent en te mettant dans des situations de protection. Et ce stress, cette peur font que ce moment est juste unique. Parce qu'après aussi, on recherche. Après la carrière, on se dit, mais maintenant, quand on est passé sur... Qu'est-ce que maintenant, je vais plus avoir d'adrénaline, de stress, et qu'est-ce que ma vie, ça va être quoi? Et on recherche aussi, c'est peut-être ce combat, ce 6e titre à travers le champion de... C'est ça, en fait, on cherche des motivations chacun dans nos vies, hein, avec des choses différentes. Et est-ce que tu as déjà été mis hors combat, en combat? Oh non. Est-ce que tu as une défaite avant la limite? Non. Vous ne pouvez pas reprendre. Donc à chaque fois, ça a été à l'entraînement où tu as pu dire, donc à chaque fois. Ouais. Donc tu t'en es toujours... Là, je pense que je me suis... une fois, il y avait un Italien, mais j'étais en début de carrière, qui était très fort, champion du monde, que j'en rencontre, très très fort. Et il me met des points. Je me dis, non, faut pas que je perde avec ce truc au maximum. Et je fais une technique, mais vraiment en désespoir de pause, qui passe, une technique de jambes. En plus, je n'étais pas spécialiste des jambes. Et je vois le visage du gars me regarder, champion du monde qu'il était, du style, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Et j'étais fier de moi. Je dis, jamais tu vas me battre avec cette différence de points. Mais il m'avait battu. Combien de victoires avant la limite tu as, toi? T'en as quelques-unes. Oui, t'en as quelques-unes quand même. Beaucoup même. Alors... Surtout à un moment où je prends compte, il y a une chose aussi, c'est que quand tu réalises de ton potentiel et que tu prends confiance en toi, pas trop, j'ai justement trop de confiance, c'est destructeur, hein, même. Hein. Tu peux te prendre. J'ai perdu quelques combats. En étant trop confiant. En étant me disant, mais c'est bon maintenant. Et tu vois, face à toi, tu as un adversaire qui va essayer de gagner. Et je n'ai pas comptabilisé, mais bon, beaucoup plus que de défaites. D'accord. Et donc, dans tout ça, en regardant au-dessus de ton épaule et regardant ta carrière, d'une manière générale, quel genre de combattant étais-tu? Technique, joueur, explosif, puissant? T'étais grand pour la catégorie, 1m88 pour 80 kg, c'est grand quand même. Oui, c'est grand 88. On était dans la même catégorie, grand. C'est les mi-lourds pour chez nous. Exactement, c'est ça. Les mecs qui faisaient 1m88, ils m'emmerdaient. Avec les malheureux 1m80. J'en ai emmerdé plus d'un. J'imagine. Mais en fait, t'étais explosif, J'étais explosif. J'avais deux points forts, c'était mon explosivité. Alors, hors norme, parce que le karaté, c'est un sport explosif. Oui. Sur de la retenue, certes, il y a une notion de retenue. De contrôle. La même force de contrôle, pardon. Mais tous les karatékas sont explosifs. Oui. Donc toi, tu avais une explosivité qui était hors norme, au-delà d'un normal. Oui. Je pense que ça a été même mes adversaires me parlaient de ma rapidité d'action, ma vivacité. Et ça fait pas tout. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens, quoi que tu fasses, des gens qui allaient beaucoup moins vite que moi, qui ont une notion de timing. Qui te lisaient, qui te disaient, bon, attends, faut que je te fasse mal pour que tu descendes d'un coup, et faut que tu arrêtes de me lire. Mais ça, c'était ma vivacité et peut-être mon mental. D'accord. Ne jamais lâcher jusqu'au bout et faire craquer les gens. Donc, ouais, c'est ça. Être champion, c'est avoir un mental, bien sûr. C'est la différence entre, c'est le mental, je pense, entre champions. J'ai rencontré des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi à l'entraînement, techniquement. Mais il y avait des paramètres qu'ils ne maîtrisaient pas ou qui ne se mettaient pas en place. Je ne sais pas trop l'expliquer, ça, mais c'est unanime. Hein. Je pense que tu peux le dire. Les grands champions, c'est ça, c'est ces gens qui sont capables de penser à un moment T au moment de la compétition. Voilà. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a des champions du monde à l'entraînement. Et c'est peut-être des gens qui ont cette liberté parce qu'ils n'ont pas cette notion de stress. Exact. Et puis il y a des champions du monde qui sont en compétition, qui arrivent à mieux gérer. Parce que c'est tout un état de stress. Hein. C'est ça. La technique qu'on emploie à l'entraînement, qu'on emploie en compétition, c'est plus ou moins la même. On a la même personne, on peut lever la jambe de la même façon, on peut taper de la même façon. Mais après, c'est l'environnement qui change. C'est ça. Hostile, pas hostile, l'adversaire, l'enjeu peut aussi perturber certaines personnes. Et d'autres s'en sortent mieux que d'autres. Une question sur... Tu pratiques un sport qui est un art martial et qui m'a toujours intéressé. La boxe est un sport de combat. Il n'est pas considéré comme un art martial. C'est un art. Oui, c'est le noble art. Mais il y a d'autres sports aussi de percussion qui ne sont pas considérés comme un art martial. La boxe thaï, par exemple, n'est pas un art martial, c'est un sport de combat. Comment
Quelle est cette espèce de dualité, toi qui arrives dans ce club à 14 ans, qui commence à pratiquer un art martial ou un sport? D'entrée, un petit de 14 ans, tu vas pas lui parler d'art martial. Ah, d'accord. En tout cas, Est-ce que cette notion d'art martial intervient à un moment dans tout ton processus, dans ton apprentissage, dans ton accession au niveau, dans ta capacité à devenir champion du monde après? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, je pratique un art martial? tu sais, je suis très, très prudent dans les mots, dans la sémantique. Art martial, guerre, karaté, art de guerre. Alors, oui, à certains moments, les paysans du Japon ont utilisé cette technique de main vide pour se défendre. C'est la base. C'est la base. Moi, je pense que c'est la base du combat. On apprend beaucoup. Je pense qu'en passant par le karaté, après, ça donne les techniques de position, de techniques de poing, de jambes, de distance, de coup d'œil. Et après, on peut faire toutes sortes de formes de combat. Moi, je pense que c'est un art de... cette discipline, ce sport au début, cette discipline ensuite, est devenue un art de vie. Un art de vie. Un art de vie. Avant de parler d'art martial, c'est ouais. encore quelque chose. Et avant de parler d'art martial, parce que je pense qu'il y a aussi une grande confusion et beaucoup de gens se disent qu'ils pratiquent un art martial. Or, ces gens, quand on a en opposition, je pense qu'ils oublient beaucoup de choses. Déjà, c'est de la pratique avant de penser. C'est être soi. C'est un état d'esprit, l'art martial. C'est un état d'esprit. Et c'est pour ça que je parlais d'art de vie. C'est s'approprier une technique qui peut être effectivement historique en disant qu'il faut qu'elle soit tienne. Ouais. Et non pas se dire je pratique un art martial. Je ne vais pas dire ce qu'il faut faire, ni dire. Mais je pense qu'il faut vraiment être modeste et humble par rapport à ça, avec une discipline, une discipline de technique. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une technique de poing sportive, technique que je viens de faire, et une technique de poing martial. On pratique la même discipline qu'est le karaté. Alors, les gens parlent de karaté-do, c'est la voie du karaté. Ouais. Et il faut revenir à des choses basiques avec cette histoire, cette mythologie, mais il ne faut pas que l'on s'enferme, à mes yeux, uniquement dans cette partie. En revanche, il convient que nous puissions entretenir cette facette martiale de notre discipline parce que c'est le fondement. C'est le fondement. C'est le fondement de la discipline, c'est la jeunesse, c'est la base de cette discipline. Exactement. On parle de discipline, je emploie le terme discipline, mais c'est effectivement il y a quelques karatés, il y a quelques disciplines comme ça, telles que le judo, le karaté, qui véhiculent une image et on parle d'art martial parce qu'avant même de cette notion de percussion, de face à face, il y a tout un état d'esprit, il y a toute une culture même, je dirais, qui est liée. J'imagine que les gens du taekwondo apprennent le coréen, les judokas comprennent quelques mots en japonais parce que c'est des techniques. En karaté aussi pareil, c'est quelques mots qui reviennent aussi à la langue. Donc forcément, ça imprègne cette discipline de quelque chose de très ancestral, de très, je dirais, qui est lié à chaque pays dans lequel cette discipline a été inventée. C'est cela. Et quand je parlais de s'approprier, on a je pense que c'est une des plus belles choses de notre discipline, c'est on a un code moral. On apprend aux enfants en rentrant dans le dojo et saluer, respecter, dire bonjour, être honnête, humble et tout, aider les autres. Et à travers ces valeurs de cet art martial, de cette discipline, peu importe le terme qu'on met derrière cette pratique, il convient de faire quelque chose de beau, de sain et de constructeur pour un individu. À la base, quand Jean-Pierre ouvre ce club, est-ce qu'il t'en parle de ça ou il parle que du combat? Jean-Pierre était un sportif, un peu comme moi. C'est ça. Et il avait découvert. Et en plus, en fait, sportif, il voulait mixer aussi bien le karaté et il faisait un peu de full contact aussi. D'accord. Pour une boxe américaine. Ah. Et donc voilà, il faisait un mélange, mais il avait déjà bien performé. Il avait fait 3e au championnat de France. D'accord. Senior, donc karaté, de karaté. Et il touchait un peu de boxe américaine. Donc là-dessus, je suis rentré par le prisme sportif. Et pourquoi il a pas ouvert un club de boxe américaine alors? Parce que je pense que les compétitions qu'il faisait, c'était le karaté qui lui plaisait. Après, en hobby, en efficacité, en boxe américaine, on va chercher le KO, on va chercher à mettre du contact, c'est de la boxe, c'est de la vraie percussion. Ouais, on va au karaté, du geste. Ouais. Exactement, c'est un peu les gestes techniques de jambes qu'on retrouve au karaté, qu'on porte.
Et c'est pour ça que le karaté est très important parce qu'elle donne vraiment, cette discipline donne la base technique, pied-point des autres disciplines. Bon, voilà, on a des techniques, ce qu'on vous appelez crochet, on a ça aussi au karaté, on l'utilise pas beaucoup, mais ça, voilà, ça donne une gamme assez intéressante d'une base technique pour les combats. Et toi, ça t'a jamais intéressé de basculer ou de pratiquer ou de t'essayer à la boxe américaine? Alors, tu sais, ça taquiné un petit peu? Ça m'a taquiné, mais en fait, à un moment, j'étais beaucoup sur tout ce qui était explosif. D'accord. J'étais même été taquiné par l'athlétisme. Alors, les boxes françaises, ils étaient venus me chercher un moment. Non, c'était vraiment... ça me plaisait au karaté, cette vivacité. Et la transcription dans les autres disciplines, voilà. On faisait de la boxe, c'était coup d'œil, esquive et tout. À ce moment-là, quel rapport tu as avec ton frère, qui est aussi ton entraîneur, en fait? C'est mon entraîneur. Parce que, en fait, mon fils fait de la boxe et je me dis, si j'entraîne mon fils, je ne sais pas quel rapport on va avoir, comment ça va se passer. Alors, il s'entraîne dans un club, je ne m'en occupe pas que très rarement. Et je me dis, cette filiation qu'il peut y avoir entre quelqu'un de sa famille, avec qui on vit, et finalement, qui est ton entraîneur, et qui te forme, et en même temps, c'est ton frère, quel rapport vous aviez? 13 ans d'écart en plus. Donc c'est vraiment le grand frère. C'est vraiment le grand frère. Tout le respect, tout ce qui va avec. Exactement. Et quand il dit quelque chose, mais je me taisais. C'est pas faute de pas vouloir lui répondre, mais j'étais obligé de me taire. Et à des moments où j'étais pas bon à l'entraînement et il disait que j'étais pas bon. Est-ce que vous combattiez ensemble? Quelquefois, oui. Quelquefois, oui. Et ça se passait comment, là? C'était lui qui était... J'étais un bémaro. Parce que c'était le grand frère ou t'osais pas ou parce que... Non, parce qu'il était plus fort. Il était plus fort que moi. Mais en fait, j'ai eu des frères, ceux qui étaient avant moi. Ouais. T'as combien de grands frères? J'ai 4 grands frères. Ah ouais. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'ai 4 grands frères. Moi, je suis le 5e. Je suis le dernier de la famille. Je suis le petit dernier de la famille. Okay. Et j'ai, à part l'aîné, qui n'est pas un sportif, mais qui est bien dans sa tête, j'ai 3 autres. Le cadet, Jean-Pierre. Patrick, qui est juste avant moi, qui a fait du karaté. Et quand je les voyais, j'ai dit, bon, d'accord, je vais faire mon petit karaté dans mon coin, je vais les laisser. Ils étaient trop forts. Ils étaient tellement forts. Ils étaient tellement forts. Et c'est là où, à un moment, bon, tu passes les étapes et tu dis, bon, voilà, ça, tu étais débutant, tu voyais des monstres sacrés devant toi. Et finalement, bon, eux, ils ont servi d'exemple, en fait. Ils m'ont servi de tremplin, d'exemple. Et en fait, tu vois que frères ou amis ou des gens, des pratiquants, il y en a qui ils vont pas y aller. Mais ils vont juste te servir de marchepied pour franchir un palier. C'est ça. Donc parmi les 5 frères que vous étiez, les frères Cherdieu, il y en a 4 qui ont pratiqué le karaté. Oui. D'accord. Pas mal. Même très bien. Même très bien. Et en fait, ils étaient les 4. Jean-Pierre a eu des titres. Patrick était très fort, celui qui était avant moi, mais Patrick n'avait pas ce sérieux, cette rigueur pour la performance, et il était fait pour. Il était vraiment fait pour ça. C'est bizarre, dans les familles, c'est souvent le petit frère, le dernier qui excelle. Il a tellement été imprégné du sport ou de la discipline qu'il vit ça depuis jeune, et puis il voit ses grands frères comme des dieux, et puis tout doucement, je pense que par l'influence visuelle, le dernier prend tous les éléments, les bons côtés, et finalement c'est souvent dans les familles. Alors c'est pas le cas à 100%, mais souvent dans une fratrie où tout le monde pratique la discipline, c'est souvent le dernier qui est hors norme, qui sort. Félicitations en tout cas à toute la famille, parce que c'est une vraie filiation. Tout était fait en fait. On parlait d'histoire tout à l'heure. L'histoire était faite pour que Gilles soit le plus performant, qu'il ait représenté le nom Cherdieu à travers le monde. C'est vraiment peut-être que c'était écrit, peut-être que c'était ça qui devait se passer. Ils doivent être fiers de toi. Oui. Toujours. Oui. Ils t'ont toujours suivi, accompagné sur les compètes. Pas évident, parce que s'ils sont aux Antilles, c'était pas évident, mais ils ont toujours suivi de loin quand même. Ils ont suivi mon parcours. Jean-Pierre suivait ce que je faisais. Mes parents aussi étaient particulièrement fiers. Ils nous ont quittés, mais je suis sûr que même maintenant, ils sont fiers de ce que vous avez fait. De la vie, des réalisations sportives et professionnelles de l'ensemble de ces enfants. C'est vrai, c'est une vraie histoire familiale. Oui. Et est-ce que dans cette fratrie, il y a des enfants qui ont pratiqué aussi le karaté? Est-ce que vous avez pu transmettre ça aux enfants, aux neveux, J'ai mes enfants qui en ont pratiqué. Quelques neveux en ont fait, oui. D'accord.
quelques neveux qui en ont fait, qui sont restés à leur niveau. Mon fils Yanis, qui est maintenant au Canada, en a fait. Il était bien parti pour avoir une belle carrière. Et d'un coup, je pense que, pareil, il s'amusait beaucoup. Et quand je pense que j'étais pas là un jour, des arbitres, on lui en parlait en lui disant qu'il devait représenter son nom et tout. Ça l'a complètement flingué et il n'est pas monté sur le tatami. C'est pas évident, effectivement. Et je pense que ça m'a fait. Il devait se faire un prénom. Et l'enfant, le petit, il n'était pas venu pour ça. Le poids était trop lourd à porter. Ouais. Et donc, par contre, il s'est orienté vers du football américain et il s'éclate là-dedans. D'accord. Est-ce que dans tout ça, personne n'a tenté de basculer dans un autre sport pied-point? Parce que c'est peut-être ça, en fait. Souvent, c'est le cas. Quand le poids est trop lourd à porter, parce que pas que pour ton fils, mais peut-être pour les autres neveux aussi, quand le poids est trop lourd à porter parce que la famille est trop identifiée karaté, naturellement ou inconsciemment, on bascule vers le kickboxing, vers le boxe thaï ou d'autres sports de combat pied-point, parce qu'il y a une espèce de filiation, quand même. Tu le disais tout à l'heure, que le karaté était un fantastique sport d'initiation ou d'intégration, en tout cas pour les autres sports, parce que il y avait une technique qui préparait aux autres sports de combat pied-point. Et personne n'a basculé dans la boxe thaï, dans la boxe américaine. Personne n'a embrassé une pratique de sport de combat. Personne, non, pas à ma connaissance. Même en suivant les phénomènes de mode, on est resté sur une pratique plutôt loisir, plutôt ludique. Et non, il n'y a pas une orientation sur les sports de combat qui soit light ou bien hard. D'accord. On est resté. On bascule sur cette notion de combat, parce que c'est le terme podcast et combattant. Je disais au départ qu'il y a eu 2 volets pour toi. Tu as été un combattant en karaté et tu as dû combattre aussi pour devenir président de la Fédération française de karaté. Et quels sont les parallèles que tu as pu retrouver? Cette notion de peur, d'appréhension, d'aller au combat, d'organiser, de structurer ma technique, l'entraînement, l'organisation, la logistique, l'équipe, le staff, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu as retrouvé des similitudes? Oh oui. Cette logique pour gagner, ne jamais lâcher, y compris quand tout semble perdu. Tout semble perdu, ne jamais lâcher, croire en soi jusqu'au bout. Ça, ce sont des choses, des parallèles que je fais aussi bien dans la partie sportive que dans la partie politique. Être bien entouré, avoir un objectif et ne pas s'en détourner et se préparer. Parce que le combat est âpre, c'est un combat mental, la politique, il faut convaincre. C'est dur parce que ça te touche, ça touche ton âme, ça te touche dans ton être. Et c'est un monde qui est dur, qui est sans pitié. Toute forme d'attaque, toutes sortes d'attaques. Alors ce sont des attaques et la défense qui peut être aussi une attaque de ma part, mais aussi un peu, comme on dit, quelqu'un que je paraphrase, un peu d'aïkido, c'est-à-dire laisser venir les attaques et pouvoir les esquiver, ou bien laisser venir et revenir. Voilà, il y a beaucoup de similitudes dans cette opposition qui est un combat. D'ailleurs, certaines personnes m'ont dit que ce titre de champion, de président de la fédération, c'était mon 6e titre mondial. Mais oui, je me suis bien retrouvé là-dedans et ça m'a pas... C'est un autre monde d'opposition avec des femmes, avec des hommes, mais aussi de belles rencontres et de belles idées. J'ai beaucoup grandi dans cette campagne. Et par quel sentiment as-tu été traversé au moment de la victoire, au moment où finalement, parce qu'après, le combat, il a duré combien de temps? Il a duré 2 ans? 3 ans? 2 ans. Ouais, c'est ça, pendant 2 ans. Et puis, on en parle, mais il y a eu des élections qui ont eu lieu il y a 1 an. Et puis, ceux qui ont été nommés ont été déboutés. Et donc, il y a eu d'autres élections encore. Et donc, voilà. Mais, donc, ça a duré quasiment 2 ans. Et c'est ça, en fait. Tu peux nous raconter un peu par quoi t'es passé? La déception de la première défaite, qui n'était pas logique. Cette espèce d'être une notion d'injustice. Et après, ensuite, comment il a fallu... Il a fallu rebondir, mais en fait, c'est là où je me dis que le staff est important et les rencontres, et en fait, presque tout est aligné. Je retrouve dans cette campagne un peu ce qui s'est passé dans ma vie. À un certain moment, je me suis dit, bon, j'ai mené une campagne, déjà, je me demande pourquoi j'ai été, mais quelque chose m'a poussé à y aller, mais j'avais aussi un projet. Et quand je perds, entre guillemets, même si c'était pas juste, je perds la première élection, j'ai une personne qui me dit, écoute, on a matière à ne pas accepter cette victoire parce qu'elle est tachée, empreinte d'irrégularité. D'accord. Et je lui dis, mais attends, ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Il me dit, à toi de décider. Tu sais que nous pouvons.
Et je l'écoute, je prends un peu avis et je dis, bon, d'accord, ça me coûte quoi? On y va. Difficile, parce que des critiques, des gens qui me disaient que j'étais mauvais perdant et tout, mais je savais pourquoi j'y allais et je me suis dit que j'allais prouver que j'avais raison. Et quand j'ai eu Gain Coach, je me suis dit, enfin, justice, il y a une justice. Je ne sais pas si elle est divine, si elle est terrienne ou terrestre ou terrienne même. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a poussé à aller dans cette orientation. Et c'est presque, c'est étrange. On dirait soit on me pousse, soit on me tire pour prendre un chemin et que je suis. Donc, je me laisse porter, mais ça ne veut pas dire que je vis ça par procuration ou en tant que spectateur. Non, je suis vraiment acteur de ce que je fais. Parallèlement à tout ça, la question que je pose, c'est que pour revenir à cette notion de politique et d'élection, l'ancien président, donc tu as été DTN de l'ancien président. Et la personne contre qui tu as dû combattre pour les élections, c'était pas le président, mais c'était son représentant, favori en quelque sorte. Et donc il y a une question de combat. Et contre cette personne-là. Et donc ça veut dire que c'est une personne qui te connaissait, que vous étiez côtoyé quelque part. Est-ce que, en faisant une espèce de similitude avec le combat, est-ce qu'il y a une notion de peur, de compréhension, de connaissance? Est-ce que dans les combats que tu as pu mener, même en karaté, en compétition, il y a eu un adversaire qui t'a déjà fait peur? Quand je dis peur, attends, on parlait de peur au début du podcast, c'est que derrière ce mot peur, on peut mettre plein de choses. C'est pas peur de la personne, c'est de l'appréhension de mal faire. Cette personne t'a déjà battu, tu l'as déjà battu, mais difficilement. Elle a un coup dangereux, elle a déjà mis KO des personnes. Et donc, je fais le parallèle avec cette notion d'élection où la personne face à qui tu étais, c'est une personne que tu connaissais. Tu connaissais ses forces, ses qualités, ses défauts aussi. Et donc, parallèlement à un adversaire, on peut dire la même chose aussi. Est-ce qu'avant de monter sur le ring ou sur le tatami avec un adversaire qu'on connaît, qu'on sait que d'égale capacité, je dirais, il y a quand même un peu d'appréhension, comment tu te sens? Est-ce que tu as retrouvé un peu cette capacité à lutter contre cette peur? Parce qu'il y a des peurs, elle est là, on en a parlé au début. Et est-ce que dans cette peur, il y a des personnes qui t'ont fait plus peur que d'autres? Oh oui. Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais j'ai quelqu'un qui est devenu mon ami, un Iranien, que je rencontre 2 ou 3 fois. On doit être à égalité en termes de combat victorieux ou de défaite, mais c'était un sportif exceptionnel. Toi et moi, on va nous apprendre dans les combats, quand on attaque une technique de poing avant, on contre avec le poing arrière, mais lui faisait une technique pendant que sur la même attaque, une technique de jambe retournée, il te mettait la technique... Et en fait, il était imprévisible. Ça partait de partout. On dirait qu'il avait des tentacules et ce qui s'est passé, je vais te donner une anecdote. Je rencontre quelqu'un qui était mon idole, un Anglais qui s'appelle Wayne Otto, que je rencontre à plusieurs reprises, et mon idole, je le bats. En fait, j'ai dû me battre contre moi. Tu l'as rencontré en finale des championnats du monde, je crois. Je l'ai rencontré en finale des championnats du monde par équipe en 96, et on fait le combat légendaire. On fait un combat légendaire, lui et moi. Et à partir de là, je prends l'ascendant sur lui. Et c'est quelqu'un que j'admirais. C'est lui qui m'a... Je m'asseyais, je regardais ses combats, je me disais qu'est-ce qu'il est fort. Et en fait, quand j'ai été devant lui, au moment où il me bat, j'étais en équipe de France et je me suis dit qu'il fallait pas que je perde. Et bon, voilà, les choses se sont mises en place. Mais l'Iranien dont je te parle, je vois que au Brésil en 98, sur ma dernière compétition, finale des championnats du monde, donc je fais ma demi-finale, j'étais pas du tout prêt. Parce que mon fils, monsieur Yanis, qui devait naître, était bien dans le ventre de sa maman, il voulait pas sortir. Et donc, j'ai eu énormément de retard sur ma préparation, parce que je devais faire attention, être près de ma compagne. Et donc, je me prépare tant bien que mal, et je fais un championnat du monde horrible. Enfin, je gagne avec l'expérience et cette volonté de ne pas perdre, dont je te parlais. Et en demi-finale, donc je bats un Turc en demi-finale, et de l'autre côté, il y avait mon idole, Wayne Otto, contre l'Iranien. Et Otto domine le combat, c'était quasiment le plus fort. Otto, il domine. Et au dernier moment, sur une erreur juste de gestion de combat, il n'arrive pas à ce niveau de combat, il perd. Et c'est l'Iranien que je rencontre en finale. D'accord. Et quand j'ai vu que j'allais rencontrer ce gars qui mettait mon épouvantail... Et tu préférais rencontrer Otto que l'Iranien? Mais je préfère rencontrer le plus fort de la catégorie, 10 000 fois que l'Iranien.
Et je me dis, c'est pas possible. Donc, je vais rencontrer ce gars-là. Et en fait, je pense que j'ai pas mangé. On y avait 2 ou 3 heures d'attente entre la demi-finale et la finale. J'ai rien avalé. J'étais tétanisé. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, on parlait de peur. J'ai eu tellement cette frousse de ce gars que le combat s'est passé en 45 secondes et il n'a rien vu. Ah oui. Même moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais tellement peur que je pense que tout mon corps s'est mis... Tout est sorti. Tout. T'es sorti. Mais tout. Et t'étais dans une notion de flow, en fait. Exactement. C'était un moment où je me suis regardé faire des choses. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Et même lui, le dernier point que je marque, je ne l'ai jamais vu faire ça. Il était très fort. Il était très, très fort. En fait, je fais une technique où il fait une technique de jambes retournées comme il devait faire et qui m'exaspérait. Et je lui fais une technique au corps. Et la technique a été tellement puissante parce qu'elle a exprimé tout ce que j'avais qu'il part en arrière. Il part en arrière, en déséquilibre, il se retrouve sur le dos. Je pense que ça ne lui était jamais arrivé. Et il se redresse comme ça. Je vois mais vraiment le désespoir dans ses yeux. Et j'explose de joie. Et ça m'embête parce que c'est jamais très agréable de perdre un final des championnats du monde. Et c'est devenu mon ami. On a été en Iran après faire une compétition. Il m'avait reçu chez lui. Ses camarades, tous ses camarades, l'Iran est une nation très forte en karaté. Tous ses camarades, chaque fois, donc ils m'ont accueilli mais très bien. Hein. C'est des gens exceptionnels. C'était celui qui avait battu. Et en fait, il se moquait de lui. Ah ouais. Alors, j'étais connu en Iran dans le milieu du karaté parce que c'était le plus fort. Oui. Et chaque fois que il me voyait, il me disait Chardier, ils imitaient sa technique de jambes retournées. Il l'imitait en train de tomber. Et bien sûr, lui, c'était des amis. C'est inoubliable ces moments. Inoubliable. Pourquoi avoir arrêté le karaté? T'as arrêté donc en 98? Oui. Pourquoi avoir arrêté? Parce que je pense qu'il fallait que je fasse autre chose. Tu as senti que tu avais... Oui, j'avais la naissance de mon fils. Moi, je voulais être champion du monde. J'ai été 5 fois champion du monde. C'était ça, en fait, alors? C'était ça. C'était ta motivation première depuis toujours? Ma motivation, c'était d'être un champion. Moi, je voulais être champion de foot. Aux yeux de qui? De la famille, des frangins? C'est quelque chose que je ressentais au fond de moi. Je pense que j'ai une partie de moi qui était née pour ça, pour être performant en sport, en tout cas dans l'activité physique. C'est pour ça que toute ma vie a tourné autour du sport. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'à un moment, je me suis dit, après les championnats du monde, sur mon premier titre de champion du monde, il a fallu me réengager parce que j'avais envie d'arrêter. Heureusement que mon prof m'a dit de continuer. Je suis parti sur 2 ans. Et la dernière compétition, ça a été à l'arrache. Je te dis, j'ai pas eu de plaisir à ces derniers championnats du monde. J'ai pas perdu, mais quand tu y allais, tu savais que c'était la dernière? Ah ouais. T'étais à bout. J'étais à bout et même mon corps me lâchait. J'avais eu des trucs invraisemblables. J'avais une tendinite rotulienne. J'avais une sorte à mon gros orteil, j'avais une entorse à mon gros orteil, en fait des blessures qui étaient surprenantes et je pense que mon corps était en train de me dire arrête s'il te plaît. Tu avais quel âge à ce moment-là? Tu avais 29 ans. 98, 29 ans. C'est ça. 98, 29 ans. Donc déjà fin de carrière à 29 ans. Est-ce que c'est l'âge moyen d'arrêter le karaté? Oui, parce que j'ai commencé tard. Mais en fait, tu m'as dit que j'ai commencé en senior en 93, mais en fait, j'avais commencé depuis junior à l'époque. Donc, depuis 88, 89, j'étais déjà à haut niveau. Et donc, j'ai fait facilement 10 ans de haut niveau. Et quand tu... Oui, je t'écoute. Non, donc voilà, moi, je pense que j'étais content parce que je savais, mes journées étaient rythmées par la pratique sportive, par les études. Je savais, c'était très bien organisé. Et je savais, tu vois, il y a des gens, même des jeunes, qui se disent mais ma vie, ça va être ça. Non, ma vie, elle était... Je faisais ce que je voulais. D'accord. Et quand tu rentres de ces championnats du monde? Les derniers? Les derniers. Et tu sais déjà, quand le timer s'arrête et que finalement tu es champion du monde et que c'est terminé, tu sais que c'est terminé? Là, maintenant, où tu te dis... le temps de savourer déjà ta victoire, mais est-ce que tu le sais le soir dans la chambre, tu le sais en rentrant le lendemain, tu le sais à quel moment tu te dis, tu te dis finalement c'est terminé. On peut dire je vais arrêter après ces championnats du monde, mais tant que on n'a pas vraiment arrêté, c'est pas vraiment terminé, même si on pense savoir que ça va être la dernière compétition. À quel moment tu te dis c'est fini? Quand le gong retentit, quand la fin retentit, ou le lendemain après la fête, ou quand t'es rentré et t'as fêté? Ou quand à un moment, il a fallu reprendre l'entraînement et tu te dis, maintenant, c'est terminé? À quel moment?
je pense que j'ai été chanceux là-dessus. C'est-à-dire que dans ma reconversion, j'avais fait ouvrir par la fédération un centre d'entraînement au pôle, à l'INSEP, D'accord. un pôle France. D'accord. Et en fait, je m'occupais de ce Ça pôle. fait une transition. Et tout de suite après, je rentre de Rio, donc je m'absente pendant 2 semaines. Je rentre de Rio et je prends 2 jours de récupération. Et tout de suite après, je me suis remis dans l'entraînement des athlètes que j'ai coaché ensuite. D'accord. Donc j'étais entraîneur national juste D'accord. après. Et en fait, je n'ai pas ni mal vécu ni subi l'arrêt. La question, c'est pas de mal subir ou de pas bien subir ou de mal vivre cet arrêt. Mais à quel moment, toi, le combattant qui a été au plus haut niveau pendant quasiment 10 ans, tu te dis, c'est fini. C'est fini. C'est un vrai passage qu'on se dit, tu vois, je sais pas si tu t'en souviens dans quel état d'esprit t'étais, ou si même ça s'est fait peut-être progressivement, ou à un moment où tu te dis, c'est terminé. Au moment où tu allais prendre ton sac pour l'entraînement, tu te dis, mais pourquoi je prends mon sac? Parce que, en fait, c'est terminé. Est-ce que tu te rappelles? En fait, à travers ce que je disais, c'est que je me demande, est-ce que je me suis posé la question? D'accord. Je pense que oui, au moins 1 an après, et à l'approche peut-être des autres championnats du monde, où je me suis dit, c'est plus moi qui suis dans cette catégorie, c'est plus moi qui représente la France, c'est plus moi qui vais être champion du monde. Je ne vais plus être champion du monde. À ce moment-là, je me dis, mais pas tout de suite après, parce que j'ai été tout de suite repris dans le bain du haut niveau. Mais je pense que, ce faisant, je me dis, c'est sûr qu'à un moment où mon successeur prend la catégorie, c'est que ça veut dire c'est là où je me dis, et je me souviens un journaliste qui me dit, parce qu'il y avait une finale de l'Open de Paris, sans Français, et il me dit, mais ça te dit pas de recommencer? Et là, je dis, non. C'est peut-être là, en fait. C'était ça. C'est peut-être la compétition à ce moment-là, tu vois. Et parce que la question qui suivait derrière, c'était, quand tu te dis, c'est terminé, ça y est, en fait. Il y a un truc, un déclic, un truc où pareil, je disais, quand tu vas prendre ton sac pour aller à l'entraînement, tu dis, mais pourquoi je vais y aller? C'est fini. Et tu dis, en fait, c'est fini. Tu regardes le miroir, tu dis, ce qui a jalonné ma vie pendant 10 ans, en fait, c'est fini. Et quand tu te dis, oui, c'est terminé, la question, c'était à qui tu l'as dit en premier? À ton entraîneur, à M. Chouraki, à ta femme à l'époque, à un enfant, à un pote, à quelqu'un, ou quand tu dis vraiment que c'est terminé, tu vois? Ou le processus, je vois que tu réfléchis en même temps que je le dis, où le processus a fait que tu t'es même pas posé la question, ça s'est fait de façon naturelle. Et peut-être que le jour où il y avait un autre compétiteur qui avait pris ta catégorie, tu t'es dit, bah ouais, en fait, c'est plus moi, c'est terminé. C'est peut-être ce jour-là. C'était peut-être pas le lendemain de ton titre, mais c'était peut-être quand un autre compétiteur que tu entraînais a pris ta place, tu t'es dit, ouais, en fait, c'est terminé, en fait. J'ai passé le flambeau, c'est terminé. Je souris parce que je suis en train de me dire que le gars qui a pris ma succession, c'est moi qui l'ai coaché au championnat d'Europe et au championnat du monde. Ah, super. C'est moi j'en ai coaché 3 comme ça, et parce que bon, il m'avait suivi, il m'admirait quelque part. Il a rencontré des adversaires que tu avais rencontrés toi. Exactement. Et je leur il m'est arrivé la même chose. Pas vrai. C'est bon de... Abdelkader Abouania qui a pris ma catégorie après. Ouais. Et il a rencontré un Irlandais. On s'est rencontrés 4 fois, 2 victoires chacun. Et il rencontre cet Irlandais à 2 reprises, je crois. Une fois, il le rencontre en demi-finale des championnats d'Europe. Ouais. Et il perd de 7 points. Et 7 points, tu ne remontes pas 7 points. Mais finalement, on fait une remontée fantastique et il bat cet Irlandais. Donc, ça me faisait bizarre de rencontrer cette espèce d'Irlandais à travers Abdel, qui est devenu un collègue depuis, mais qui était mon athlète et avec qui on avait préparé et travaillé pour. Donc, je comprends. Moi, j'avais arrêté. Moi, je savais quand j'avais arrêté, arrêté. Donc, tu vois, peut-être toi, il t'a fallu ça aussi, inconsciemment, peut-être, pour te dire c'est terminé. Tu vois, c'est aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, plus de 30 ans plus tard, peut-être quasiment, pour te dire que c'est vrai, c'est à ce moment-là que Gilles Cherdieu, le compétiteur, était plus compétiteur, était devenu entraîneur. Mais parce que même ça, dans le rôle d'entraîneur que tu es devenu, c'est important de te dire je ne suis plus compétiteur. Oui. Tu vois, moi, ça a été. C'est ce que je dis souvent, il a fallu que je me se dévêtir de ce manteau de compétiteur. Parce que quand tu es compétiteur, tu marches pas pareil, tu manges pas pareil, tu t'entraînes pas de la même façon, tu regardes pas les autres mi-lourds de la même façon, tu vois. Et quand tu dis entraîneur, t'as plus le même regard. Donc il a fallu un moment que je me dise, fondamentalement, je ne suis plus compétiteur. Et pour pouvoir devenir l'entraîneur que je suis devenu aussi, tu vois. Donc tu t'es jamais posé cette question. Ça s'est fait naturellement, peut-être. Oui, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait heureusement. C'est une chance pour moi. Je pense que je me suis transposé après tout de suite dans l'entraînement, dans le suivi, dans l'accompagnement, dans le stress que je revivais ensuite à travers les athlètes que je coachais. Et ça s'est fait. J'ai cette chance que ça se soit fait sans y penser. Ouais. Sans y penser. À part des gens de l'extérieur qui me faisaient y penser. Ouais. Est-ce que globalement, tu peux dire que
que l'aventure n'est pas terminée. Parce que tu es dans un autre combat maintenant. Et tu es toujours dans le karaté. L'aventure n'est pas terminée parce qu'il y a plein de chantiers au sein de la fédération. Tout à l'heure, hors caméra, tu nous parlais un peu du chantier et de tout ce qu'il y avait à faire. Et on sait que tu as relevé ce défi de main de maître. Mais est-ce que quand tu regardes ta carrière de compétiteur, de combattant sur les tatamis, tu t'es déjà posé la question en te disant « Ouais, je suis fier de ce que j'ai accompli. Je suis content de ce que j'ai fait. J'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais. » Tu me disais tout à l'heure, est-ce que j'étais fier pour les autres, pour mes parents, pour ma famille? Oui, je pense qu'ils me l'ont dit, et je pense qu'encore dernièrement, ils me l'ont dit. Mais je suis surtout fier de moi, ouais. Je suis surtout fier parce que j'ai atteint mon but. Mon but, c'est pas d'être président de la fédération. J'ai cette mission, mais c'est pas mon objectif. C'est une mission. Ouais. C'est pas un objectif, c'est une mission. On n'est pas président pour soi, on est président pour les autres. En exactement. Fait, et ça, j'aime bien justement travailler pour les autres. C'est bien ça. C'est une très bonne, c'est altruiste. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et on a cette mission de sauver notre fédération. C'est le soldat Ryan qu'il faut sauver. Mais oui, cette notion de fierté est égoïste, personnelle. Et c'est vrai que rendre fiers les gens que tu aimes, ça fait du bien. Je suis content de voir des sourires, y compris dans la bataille politique que je vais mener, parce qu'il y a des gens qui ont été aussi mis injustement de côté. Mais je pense que voir ces gens retrouver le sourire, mais de façon générale, la fédération briller, c'est ça l'objectif qui va être le mieux maintenant. Faire ça, c'est aimer profondément les autres, aimer sa discipline. Oui. Et puis à un moment, en fait, c'est ça. Moi, je dis aux gens souvent, si tu grattes ma peau, il y aura écrit boxe en dessous. Parce que j'aime profondément mon sport. Et quand je dis ça aux gens, ils sont surpris. Je dis oui, j'aime profondément mon sport. Et c'est pour ça que j'aime transmettre aussi. Et toi, c'est pareil. Avoir envie de devenir président, on en disait tout à l'heure, c'est pas pour toi, parce que tu veux devenir président, mais parce que tu te rends compte que ton sport qui t'a forgé est en train de partir en couille, si tu me passeras l'expression, et tu te dis à un moment il faut faire quelque chose. Et c'est ce que je disais, je suis fier de toi que tu es à la bonne place, parce que tu es passé par toutes les strates, tu es passé par tous les postes possibles, donc tu connais ce sport, et toi aussi, en dessous de ta peau il y a écrit karaté. Oh oui. Tu connais ce sport du bout des ongles et du bout des cheveux, même s'il en reste plus beaucoup. Et donc, tu sais ce qu'il faudrait faire, en fait, tu vois, pour relever. Et je sens que, moi je sens, et je t'entends parler, j'ai suivi toute ta campagne, et on sent la personne investie et qui se rend compte que, en fait, il y a un truc qui va pas. Et que on met plus mon sport, mon art martial au milieu à la place où il devrait être. On est sur autre chose, en fait. Et l'être humain peut parfois dévier un petit peu. Il faut toujours quelqu'un, il faut toujours un Gilles pour venir rattraper tout le monde et dire, oh, attention, la place du karaté est là. Mais c'est ça, c'est cette déviance, et comme tu dis, c'est cet amour de ma discipline, de la fédération qui est la représentante de la discipline, de nos disciplines, qui fait que tu peux pas rester insensible à certaines choses. Et c'est plus fort que toi, tu te dis, quand tu vois des injustices, tu ne peux pas être le témoin ou bien simplement fermer les yeux. Tu dois être acteur et te dire, je vais au moins essayer. Et quand tu vois que ce que tu fais finalement réussit, te dis, mais voilà, j'ai eu raison de faire ça. Des gens louent un peu mon opiniâtreté en me disant respect. Oui, même moi, le premier, je me dis respect parce que je savais pas que j'étais capable de faire ça et j'aurais été jusqu'au bout. Et ça a été beaucoup plus délicat enfin, on en parle maintenant a posteriori, mais toutes les épreuves que j'ai passées pendant ces 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est ça à vivre. Et tu as été témoin de ça, des gens qui te font pression pour te dire mais qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu es là? Non, mais voilà, ça, je le vivais quasiment tous les jours. Quand on tentait de me faire pression aussi, c'est ça. Pour essayer de me persuader, de me dissuader, de te soutenir. En tout cas, on arrive au terme de ce podcast. Et la dernière question, en fait, qui n'en est pas une, c'est toi, Gilles, qui dois regarder cette caméra qui est là et prendre ton temps et d'expliquer un peu aux gens qui t'ont toujours suivi, qui t'ont admiré, qui t'aiment pas peut-être, ou qui te connaissent pas vraiment, qui savent pas, que toi, tu puisses à un moment dire aux gens un peu ce que tu ressens, ce que tu aimerais laisser comme message, ce que tu aimerais expliquer sur ta personnalité en tant que combattant, en ton nouveau challenge dans lequel tu es aujourd'hui, et ce que tu as été, et ce que tu as essayé de transmettre, parce que des fois, on parle pas de soi. On sait pas les gens ne savent pas ce qu'on veut transmettre comme message. Et tu as un peu de temps pour toi pour dire face caméra, alors moi je te connais, mais aux personnes qui ne te connaissent pas vraiment, te dire voilà,
Je suis Gilles Cherdieu, ancien, j'ai voulu, je fais, je pense, j'espère. Donc, les derniers mots sont pour toi. Lourde tâche que tu me demandes là. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est peut-être le C'est plus... pire qu'un Acadie. Ce que je peux dire, c'est que, j'aime les gens. J'aime les gens et je pense que on est de passage sur Terre. Et ce qu'il faut penser, c'est l'empreinte et le témoignage qu'on va laisser de notre passage. Moi, j'espère que ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je ferai laisseront quelque chose de productif, constructif et surtout d'enrichissant pour les gens. Les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, en tout cas, quel que soit l'âge, le sexe, la religion. Des gens qui se reconnaîtront dans le travail, dans l'expérience qui s'est menée, qui s'est déroulée et qui pourront peut-être s'enrichir de ces expériences. C'est ce que je souhaite laisser comme empreinte, comme témoignage, faire en sorte que les gens se disent, vous puissiez vous dire, c'est possible. Croire en soi, même quand tout le monde, tout l'environnement vous dit que c'est impossible, c'est à partir du moment où vous avez un rêve. Mon rêve tout petit en Guadeloupe, c'était d'être champion. J'ai été champion. Ensuite, j'ai eu cette volonté d'être directeur technique. J'ai été directeur technique. Quelque chose s'est proposé à moi pour être président. Je suis président. Et se dire que les choses ont été, elles sont et elles resteront. Et charge à nous de savoir ce qu'on veut faire de notre passage sur Terre et des instants qui sont importants pour nous et les autres. Donc voilà, on veut dire j'aime les gens et nous devons faire en sorte de construire notre vie et notre monde. Merci Gilles. Je suis même surpris de ce que je vous ai dit. Ouais, tu vois, c'est super. Tu vois, et c'est un message parce que tu es même passé par toutes les phases de ta carrière de karatéka et aujourd'hui de ce que tu fais, ce qui est important aussi. Super, merci Gilles. Merci John. Merci d'avoir passé cette heure avec moi. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer des messages et si vous avez des champions que vous aimeriez voir à la place de Gilles, on pourra parler de leur passé de combattant ou leur carrière actuelle de combattant. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire signe et n'oubliez pas de laisser des commentaires sur la page de YouTube. Et en tout cas, voilà, merci à toi Gilles et je te dis à bientôt. Très bientôt et merci. Super. Bravo Gilles. Merci.